Bonsoir à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parmi nous. Ce soir, vous le savez, c'est une soirée un peu spéciale qui regroupe du coup les amis et les gardiens des rivières sauvages. Et je vais tout de suite commencer par vous présenter un petit film qui est notre teaser de la série justement des gardiens et gardiennes des rivières sauvages. Quand je serai grande, je serai la gardienne de ma rivière. Partout dans le monde, des États reconnaissent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique. En France aussi, les ONG Wild Legal et Rivières Sauvages expérimentent dans nos territoires de nouveaux modèles juridiques pour nous permettre d'agir. Dans cette série, nous partons à la rencontre des gardiennes et gardiens des rivières sauvages. Bonjour, Pascal Grillet. Je suis gardien du Chéran. Engagez-vous aux côtés des gardiens et gardiennes des rivières et rendez-vous sur marivièresetmoi.fr. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pour lancer la soirée. Donc, nous sommes en présence ce soir à la fois d'un gardien qui est présent dans la vidéo, peut-être que vous l'aurez reconnu, Jean-François Lopez, et puis Denis, coordinateur du réseau Rivières Sauvages. Et donc, le but de cette soirée, c'est à la fois de faire connaissance, mais aussi de vous présenter les ambitions de notre programme, et puis de vous inciter, évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, à signer l'appel des gardiens et des gardiennes des rivières. Voilà, je rappelle un petit peu le contexte. Peut-être que certains d'entre vous auront été agréablement surpris d'entendre les petits spots dédiés à la campagne des gardiens et des gardiennes des rivières sur France Inter, sur France Info ou sur France Bleu. Il se trouve que donc pendant 10 jours, ces petits spots vont être diffusés. On a été retenu justement comme bénéficiaire ou lauréat du programme Transition de Radio France, ce qui est obligé de remplacer une partie de sa publicité destinée à la surconsommation au bénéfice des associations de protection de l'environnement. Et donc, on est vraiment très heureux d'avoir été sélectionnés pour faire entendre la voix des rivières sauvages. Et c'est aussi une journée un peu spéciale aujourd'hui puisque c'était le dernier jour de l'exposition Chaque degré compte, menée du coup en partenariat avec la galerie de Caring Gallery, qui est la première galerie en France à avoir justement à être en fait partenaire d'associations alors de protection des droits humains mais aussi de protection de l'environnement, et donc qui a en partenariat avec cette campagne Droits des rivières sauvages voulu parler du thème notamment du réchauffement climatique, et parce que c'était en parallèle à la COP évidemment, et bien parler du réchauffement climatique tout en parlant du coup de l'avenir de nos rivières en France, et donc de mettre à contribution les artistes qui œuvrent pour sensibiliser le public eh bien, à cette question du réchauffement climatique. Donc on avait de très belles images que je vous ai envoyées pour certaines par mail, et sinon vous pouvez évidemment retrouver toutes les photos de l'exposition sur The Caring Gallery. C'est le site internet donc de cette exposition. Je passe tout de suite la parole à Denis. Denis, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, tout le monde me voit. Tout le monde te voit, je crois. C'est à toi. Alors, je me présente, Denis Caudron, je suis le coordinateur du programme Rivières Sauvages en France. Alors, Rivières Sauvages, c'est une aventure technique et scientifique, mais c'est aussi une belle aventure humaine qui a une petite quinzaine d'années d'existence maintenant. Donc, je vais essayer d'être succinct dans mon, dans mon reporting et dans mon explication du programme Rivières Sauvages. En fait, Rivières Sauvages est né en 2007, ensuite de la construction d'un grand barrage hydroélectrique qui, pour un certain nombre de personnes, était sans utilité fondamentale, qui a été construit sur le Risanese en Corse, qui était un des plus beaux fleuves côtiers intacts du bassin méditerranéen. Et ça a été l'élément déclencheur d'une prise de conscience d'un certain nombre de naturalistes, de scientifiques, mais aussi de gestionnaires des milieux aquatiques qui travaillaient effectivement à la restauration et à la protection des écosystèmes d'eau courante. Et les fondateurs de cette prise de conscience, les naturalistes du WWF France, il faut quand même le citer à l'origine, des pêcheurs aussi engagés qui se sont demandé comment on pouvait en fait créer de la valeur
comment faire comprendre qu'on pouvait créer de la valeur autour de la biodiversité remarquable, préservée, des ultimes cours d'eau qui étaient encore sauvages, on va dire, de notre pays. Autrement que, en fait, en poursuivant, j'ai envie de dire, la lancée d'une artificialisation des milieux aquatiques, hein, puisque on les bétonne, on les barrage, et puis on utilise l'eau pour un certain nombre de fonctions utiles, hein, très utiles. Mais il y a quand même effectivement un principe de la directive cadre européenne sur l'eau et un principe de la loi sur l'eau, c'est la non-dégradation des masses d'eau existantes et des cours d'eau existants. Et donc, en fait, on a lancé un travail avec un conseil scientifique, avec un certain nombre de commissions, pendant 6 années, avec des acteurs aussi et des élus sur les territoires. On est allé à la rencontre de territoires, de chercher des bassins pilotes pour essayer de co-construire cette idée de création d'un outil de valorisation et de préservation des milieux aquatiques, bien qu'effectivement, il y ait déjà un arsenal réglementaire, juridique, technique existant. On a la boîte à outils, mais elle était incomplète et on est parti de ce constat. Et ce travail, pendant quelques années, a permis, avec aussi des personnes qui sont en capacité de gérer, on va dire, des labels, dont c'est le métier, AFNOR certification, on les a intégrés dans le programme au début, et diverses institutions, a permis de créer en 2014, donc on est 7 années plus tard de cette prise de conscience, un label exigeant qui s'appelle le label Site Rivière Sauvage, et qui est en fait un outil de gestion, un nouvel outil de gestion qui permet d'innover aussi, un outil qui est mis à la disposition des territoires, dont l'objectif est de dépasser, dont les ambitions sont de dépasser les objectifs réglementaires, de montrer que collectivement, en travaillant, en innovant sur les territoires avec toutes les parties prenantes, que ce soit les associations, les élus, les scientifiques, on est en capacité de faire mieux que ce que nous, j'ai envie de dire, nous obligent les institutions, pour faire simple, hein. Donc on a travaillé avec différentes structures gestionnaires, à la fois des syndicats de rivières, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, on en parlera avec Jean-François tout à l'heure, des conseils départementaux, mais des ONG aussi, des fédérations de pêche. Et ce label qui était proposé aux gestionnaires en 2014 a permis, donc il y a eu un engouement, hein, les territoires se sont portés candidats, et au fil des années, à partir de 2016, 2017, 2018, 2019, avant effectivement la crise sanitaire, pendant ces 4 années et demie, on a réussi à labelliser 28 rivières en France sur des démarches volontaires, hein, d'élus locaux et de candidats. Ce succès, j'ai envie de dire, qui était rencontré, nous a obligés à nous réorganiser, puisqu'effectivement, on portait ce programme au sein d'une ONG. Et puis, on s'est retrouvé quelques années plus tard avec 28 rivières et un réseau de rivières labellisées. Et on a décidé en 2019 de créer une association, l'association du réseau des rivières sauvages de France, du coup, pour effectivement intégrer ces territoires, puisqu'on avait mis en place un outil, mais c'était au service des gestionnaires, au service des acteurs du territoire, et non pas que des naturalistes. J'insiste en fait un peu sur la méthode de travail qui nous a guidés depuis le début. On a toujours fonctionné sur un modèle ouvert et participatif pour effectivement qu'il y ait l'implication de l'ensemble des acteurs le plus largement possible sur les territoires. Et puis aussi montrer que ce programme en fait était une initiative privée au départ, qui a eu cette reconnaissance publique maintenant, et c'est un modèle un peu innovant qui associe financement privé et financement public au service des territoires et de la conservation des rivières joyaux. Et ça explique un peu le succès de la création de ce commun de conservation. C'est souvent un mot qu'on entend de plus en plus souvent, mais faire du commun et commun de conservation. Donc cette association aujourd'hui, qui fédère le réseau, font partie de cette association ceux qui sont labellisés sur les territoires. Et
elle est l'interlocutrice maintenant, cette association, des pouvoirs publics. Et elle porte l'évolution du réseau, puisqu'il y a un certain nombre de candidatures. Et depuis 3 ans, cette association n'existe que depuis 3 ans, c'est assez neuf, elle est récente, mais elle a eu tout de suite cette reconnaissance des institutions publiques. On a signé des conventions avec le ministère de la Transition écologique, la Direction de l'eau et de la biodiversité, avec l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, hein, effectivement, qui est le bassin sur lequel il y a le plus de potentiel en termes de préservation des cours d'eau en très bon état. Et puis, on a aussi travaillé avec des associations et des établissements divers et passé des conventions avec Wild Eagle, pour le coup, le Gard en Europe, c'est pour ça que ça nous réunit aujourd'hui, mais aussi la Pagaie Sauvage, qui est une association qui travaille beaucoup sur les microplastiques, des choses dont on entend parler de plus en plus. Je ne développe pas. L'Université de Montpellier, on s'ouvre aussi au milieu universitaire, puisqu'il y a des spécialistes des cours d'eau méditerranéens et qui font partie. Et puis, on a travaillé aussi avec des conservatoires d'espaces naturels. Et en fait, ces associations ou ces ONG innovent beaucoup dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Et en fait, voilà, ça nous a permis d'innover dans un certain nombre de domaines, comme la recherche de bioindicateurs nouveaux, quels sont effectivement les indicateurs qu'il faut mettre en place sur les bassins ou sur les rivières, ce qu'il faut suivre, les analyses pour essayer de faire du sur-mesure, hein, parce qu'effectivement, les indicateurs développés au niveau national sont les mêmes partout. Et sur les cours d'eau très fragiles et encore en bon état, eh ben, il faut parfois faire du sur-mesure. Et cette jeune association a, dans ce cadre-là, travaillé avec Wild Eagle et le Gard Europe, et on a accueilli Marine lors de notre réunion annuelle du réseau en 2019 à Bourg-en-Bresse. Et c'est là qu'on nous a fait connaissance avec les droits de la nature. Ce concept un peu nouveau. Voilà. Et voilà. Et l'aventure a commencé à ce moment-là. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais on est dans une campagne, vous le savez, pour trouver les moyens financiers, mais aussi organiser sur des sites pilotes, sur les territoires. On a des sites volontaires, on en a 3 actuellement, qui sont assez proactifs dans ce travail d'investigation et de réflexion avec les élus et les gestionnaires. Voilà. Donc, c'est un travail exploratoire, hein, j'ai envie de dire, qui a commencé, on va dire, vraiment de manière opérationnelle en 2022. Hein. Voilà, dans le cadre duquel on a décidé aussi de former les acteurs sur les territoires, parce qu'effectivement, au droit de la nature, ce n'est pas forcément bien connu, pas forcément aussi bien perçu. Enfin, il y a beaucoup de questions autour de ça. Et voir comment, effectivement, ces droits peuvent renforcer la préservation des sites naturels sur lesquels nous, on travaille et apporter une plus-value par rapport à tout ce qu'on fait. Parce qu'on lance des programmes d'action très innovants, de protection, de restauration et de conservation. Mais quelle est la complémentarité qu'on peut trouver à travers ce travail autour des droits de la nature et droits des rivières? Voilà. Le travail va se poursuivre dans les 2 années qui viennent, puisqu'on a une convention pluriannuelle avec, avec le Gard et Wild Eagle, le temps effectivement qu'on puisse avancer, innover dans ce domaine. Voilà, sur les sites volontaires. Je pense que je peux m'arrêter là et puis évidemment, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Je vous passe le relais du coup. Merci Denis, merci beaucoup. Et évidemment, si vous avez des questions, on passera tout de suite après la présentation à un échange avec vous. Je voulais vous dire quelques mots. Alors déjà, pour me présenter un peu mieux, donc moi je suis avocate de formation et présidente de l'association Wild Legal. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de travailler en partenariat avec l'équipe de Rivières Sauvages, mais aussi avec les sites pilotes, parce que dans le monde, le mouvement des droits nature est en train de s'accélérer un peu partout. Il se trouve que d'ailleurs récemment, nos voisins espagnols ont fait un pas en avant immense et ont reconnu les droits de la lagune qui s'appelle la Mar Menor, qui est une des plus grandes lagunes européennes, qui est fortement impactée par les activités agricoles.
des activités agricoles qui, depuis des dizaines d'années, polluent cette eau de cette lagune qui est extrêmement fragile parce qu'une lagune est peu renouvelée dans son eau, évidemment, de surface. Et donc, toute pollution se stocke et régulièrement, ça menait à des phases d'eutrophisation. Et les riverains excédés, mais aussi vraiment tristes et atterrés de voir leur écosystème détruit petit à petit, eh bien, ont lancé ce qu'ils ont appelé une initiative législative populaire. Donc, ça permet à des citoyens, passé un demi-million de signatures, de saisir le Congrès espagnol et de faire une proposition de loi. Et il se trouve que grâce à ce mécanisme, eh bien, non seulement le Congrès est allé dans leur sens et a adopté à la quasi-unanimité une proposition de loi, du coup, visant à la reconnaissance de la Mar Menor, mais qu'en plus de ça, donc, le gouvernement a acté le 30 septembre dernier définitivement donc la reconnaissance de ces droits qui est désormais inscrit dans la loi espagnole, et puis aussi à réorganiser ce qu'ils appellent un organisme de tutelle autour en fait de 3 comités, un comité scientifique, un comité de surveillance et un groupe qui rassemble des gardiens. Et certains d'entre vous le savent certainement, c'est une notion qui me tient énormément à cœur, cette idée de gardiens de la nature, qui sont désormais donc des riverains issus des municipalités autour de la Mar Menor et qui ont pour évidemment mission, eh bien, tout simplement de représenter les intérêts de cet écosystème et de faire en sorte désormais de rentrer dans un rapport de force, alors avec les industriels aussi du milieu évidemment agricole, mais également les pouvoirs politiques qui ont laissé faire pendant trop longtemps ces pollutions. Et on le voit de cette manière-là, l'idée est en fait de renforcer la protection de cet écosystème au-delà de ce qu'a permis le droit actuel. Et ça, c'est un mouvement qu'on retrouve absolument partout dans le monde en ce moment, et en particulier sur les rivières et sur les fleuves. C'est pas un hasard, c'est parce que l'eau, évidemment, c'est la source de toute vie et que donc, forcément, la réflexion autour des droits de la nature, elle touche aussi à la base de la vie pour toutes les espèces et également l'espèce humaine. C'est un peu ce qu'on a voulu dire, du coup, dans notre appel pour les gardiens des rivières que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je préfère le partager pour être sûr que vous puissiez aussi apprécier tout le travail qui a été fait du coup par l'association et puis par Simon, qui n'est pas là ce soir, mais qui est pardon, est-ce que vous voyez bien ma page? La page Ma rivière, c'est moi. On voit. Très bien. Donc ça, c'est cette fameuse page. Donc, vous pouvez cliquer « Je réponds à l'appel » et signer donc l'appel des gardiens qui est juste ici, un texte court, mais dont l'objectif est vraiment de rassembler le plus large possible, de vous permettre aussi de présenter ce texte, que vous puissiez en parler avec, par exemple, vos élus dans votre collectivité et pourquoi pas, sur le terrain avec les associations de pêcheurs, avec les parcs, les réserves ou les autres associations environnementales dans lesquelles je suis sûre que vous êtes chacun et chacune impliqués. Et puis, donc, il y a 4 actions qu'on a définies, évidemment, signer et relayer l'appel, dans lequel il y a aussi la possibilité pour tout le monde de dire de quelle rivière plutôt il est le gardien ou la gardienne, et ainsi nous permettre en fait d'avoir, alors on espère à terme, une petite cartographie des gardiens et des gardiennes justement qui sont engagés dans les territoires pour protéger les droits des rivières. L'objectif, c'est aussi de pouvoir mener des actions collectives et de vous tenir informés des résultats de l'expérimentation menée avec les sites pilotes Rivières Sauvages, de nous soutenir évidemment financièrement si vous en avez les moyens. Là, il se trouve que vous pouvez aussi télécharger donc un petit guide des droits des rivières. C'est un guide très synthétique, mais qui est le résultat déjà d'une première réflexion menée avec le réseau Rivières Sauvages autour des actions possibles. Donc, je vous montre en substance un petit guide de 3 pages seulement. L'idée, c'était que vous puissiez évidemment l'imprimer aussi chez vous, le faire connaître et le faire circuler. Donc, il ne fallait pas que ce soit trop long. Avec un court résumé du mouvement, de ses avancées récentes, et puis des pistes pour agir et des propositions juridiques qu'on vous invite à étudier. Et vous pouvez évidemment revenir vers nous pour nous signaler tout potentiel partenaire, toute personne qui pourrait être susceptible de rentrer dans le programme d'expérimentation et donc agir à nos côtés. Et donc, il y avait évidemment comme 4e proposition le fait d'assister à cet événement et vous trouvez sous le site
la présentation de Rivière Sauvage et de Wild Eagle est vraiment détaillée pour le coup, toutes les ambitions autour de ce programme et ce que nous voulons faire ensemble. Donc, n'hésitez pas à regarder sur ce site web, donc c'est marivièrec'estmoi.fr. Le but, comme je vous le disais, c'est d'expérimenter et d'ici 1 à 2 ans, on espère de pouvoir déjà en tirer des propositions concrètes qu'on souhaite compiler. C'est pour ça qu'on s'est entouré de territoires très variés, que ce soit des petits torrents de montagne, comme on a pu voir sur par exemple, le Chéran et le Nambénin en Savoie et Haute-Savoie. D'ailleurs, je vous signale également, je remontre encore une fois mon écran, mais c'est pour vous signaler autre chose, c'est que vous pouvez aussi suivre tout ce travail qui est fait ici sur le blog donc de Wild Legal, avec notamment donc là notre dernier voyage en Corse avec Barbara Chinaud, donc la présidente de Rivière Sauvage, et puis Mélanie Taquet, et notre journal donc de notre voyage en Savoie et Haute-Savoie, justement sur un autre site pilote que vous pouvez en fait, l'idée, c'est que vous puissiez suivre en fait le travail qui est fait et puis trouver pour vous aussi des idées dans votre territoire. Et donc, je passe tout de suite la parole à ce monsieur que vous voyez sur l'image de droite, Jean-François. Je te laisse la parole pour justement présenter tout d'abord qui tu es et les liens que tu entretiens donc avec le réseau Rivière Sauvage. Merci Marine. Bonjour à tous. Donc je suis Jean-François Lopez, je suis le directeur adjoint du parc naturel régional du Massif des Bauges, qui est un territoire où coule une rivière qui s'appelle le Chéran, une jolie rivière, et qui a été labellisée rivière sauvage dès le départ. En fait, ça faisait partie des sites pilotes qui ont permis d'élaborer les critères. Le label Rivière Sauvage, sur lequel la réflexion a été menée. Alors, peut-être juste avant de parler de Rivière Sauvage, peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est un parc naturel régional. Vous les avez souvent croisés, mais savoir ce que c'est exactement, je vais le résumer très, très vite. En fait, ça pourrait être résumé comme une association de collectivités. En fait, c'est un syndicat mixte qui regroupe des communes, des départements, de la région, et dont l'objectif peut se traduire au travers de 5 grandes missions. La première mission, c'est la préservation des milieux naturels, des patrimoines en général, patrimoine naturel, culturel, paysage d'un territoire. La deuxième mission, c'est celle du développement d'un territoire. Ça reste bien des outils de développement de territoire, mais pas n'importe quel développement, un développement qui se base sur la préservation et qui n'atteint pas les patrimoines dont on a parlé avant. Troisième mission, l'aménagement du territoire. Ne pas habiter n'importe comment et ne pas faire n'importe quoi, n'importe où sur ces territoires. Quatrième mission qui est également extrêmement importante, la mission d'accueil du public et la mission d'éducation au territoire. C'est une mission qui est absolument fondamentale dans la logique à la fois de développement, mais également de préservation du territoire. Et puis une cinquième mission qui est la mission d'expérimentation. Et c'est là qu'intervient quelque part Rivière Sauvage. Parce que quand on a commencé à entendre parler, quand on est venu nous solliciter sur la question de la rivière sauvage, des rivières sauvages et de leur préservation, bon, c'est très bien, on parlait d'espaces protégés, de réserves naturelles, d'arrêtés de biotopes, de plein de choses comme ça, de plein d'outils, mais quand on parle de rivière, il se pose un problème, c'est que l'eau, elle coule, elle ne reste pas au même endroit. Et comment est-ce qu'on fait pour réussir à se préoccuper de la qualité d'un milieu si on se préoccupe pas de l'amont. Et c'est en ça que réfléchir sur les rivières sauvages, pour nous, c'était un concept qui était super intéressant. Alors, le lien en rivière sauvage, au-delà d'être un site pilote, on pourrait très bien se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va être rivière sauvage? Finalement, comme l'a dit Denis tout à l'heure, Rivière Sauvage, c'est un label qui permet de valoriser, de faire du développement, faire de l'activité autour d'un patrimoine tout en le préservant. En fait, c'est comment est-ce qu'on attire le regard. Finalement, le label de parc naturel régional, c'est exactement la même chose, sauf qu'on le fait à une échelle plus large, à l'échelle d'un massif. Donc, on pourrait très bien se dire, mais quel intérêt à aller chercher ce label Rivière Sauvage? En fait, pour moi,
On est un massif de montagne, on l'a dit, on est sur un territoire à cheval sur les deux départements de Savoie et Haute-Savoie. Et historiquement, que ce soit les habitants ou que ce soit les visiteurs de ce territoire, qu'ils soient touristes ou qu'ils soient excursionnistes, enfin des touristes de proximité, ils viennent sur le territoire pour voir de la montagne, ils ne viennent pas sur le territoire pour voir les rivières, pas tellement. Et qui plus est dans un massif comme le nôtre, qui est un massif calcaire, où l'eau tombe et s'infiltre directement dans les roches pour émerger beaucoup plus loin. Et finalement, personne ne regardait vraiment cette rivière qui était le Chéran. Ce qui était très dommage parce que c'était une rivière qui était, quand on parlait avec les pêcheurs, on nous disait, mais c'est une rivière qui a des caractéristiques qui sont vraiment des caractéristiques naturelles, de rivières qui se restaurent très bien, avec des populations piscicoles qui sont très particulières, avec des souches autochtones qui étaient restées, avec plein de choses. Ils nous disaient, mais personne ne regarde cette rivière et personne ne s'y intéresse. Donc, pour nous, en tant que parc naturel régional, le label Rivière Sauvage nous permettait, au-delà d'expérimenter sur les modes de protection et les modes de valorisation, de mettre un focus particulier sur cette rivière-là, et ça nous intéressait à ce titre-là. Et au-delà de ça, quand on parle de gestion, c'est quelque chose qui nous a permis de travailler en collaboration avec un syndicat de rivière, avec les associations de pêcheurs qui s'intéressaient à cette rivière-là. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on est allé voir pourquoi on s'est intéressé au label Rivière Sauvage, à la fois pour l'expérimentation et à la fois parce qu'on avait un patrimoine sous les yeux dont on savait pas trop comment le prendre. Donc en fait, ça nous a vraiment intéressé à ce titre-là. Alors, pourquoi maintenant on va travailler sur les droits de la nature et pourquoi quand il y a eu cette rencontre entre l'Association des rivières sauvages et Wild Legal, on a levé le doigt en disant nous, ça nous intéresse. En fait, pour plusieurs raisons. Denis a dit tout à l'heure, on en a entendu parler de ça en 2019 et c'était un truc nouveau pour nous. En fait, on faisait déjà probablement des droits de la nature où on s'intéressait à la question sans vraiment formaliser la chose. Nous, ça fait des années que, alors je vais sortir un peu du monde de la rivière, mais on travaille par exemple sur la préservation des rapaces rupestres. Les rapaces rupestres, ils vivent dans les falaises, ils sont impactés, on peut se dire, il y a très peu d'activité humaine sur ces milieux-là. Sauf qu'il y a des grimpeurs, il y a des pratiquants du vol libre qui survolent les falaises et qui vont déranger la nidification des rapaces rupestres. Nous, dans ce dialogue-là, on a toujours pris le parti pris de se dire, mais ok, les parapentistes, les grimpeurs ne viennent pas porter préjudice à ces espèces-là par intention de nuire, c'est juste par manque de connaissances. Comment est-ce qu'on peut donner la voix à ces patrimoines naturels que sont les aigles royaux, les faucons pèlerins, les hiboux grand-ducs et ainsi de suite. Et donc, on s'est toujours inscrit dans comment est-ce qu'on se rend porte-parole. J'en viens, vous me voyez arriver petit à petit sur la notion de gardien. Comment est-ce qu'on devient porte-parole de ces patrimoines naturels-là qui, par essence, ne s'expriment pas, ou en tout cas ne s'expriment pas dans les collectifs, dans les prises de décision qu'il peut y avoir sur le territoire. Donc, au final, petit à petit, cette posture de gardien, elle a pris corps au travers de notre propre posture dans les débats publics qu'on pouvait avoir avec des agriculteurs, avec des forestiers, avec des aménageurs du territoire, avec des pratiquants de sport de pleine nature, avec le grand public en général. Et donc, nous, ça nous a intéressé de venir sur les droits de la nature parce que ça nous permettait de formaliser quelque chose qu'on faisait déjà et de trouver un peu des ressorts, de voir comment c'était réfléchi ailleurs. Il y a une chose que je n'ai pas dite sur un parc naturel régional, c'est qu'un parc naturel régional, c'est un outil qui a une durée limitée en principe dans le temps. En fait, ça se renouvelle régulièrement, mais tous les 10 ans anciennement, maintenant c'est tous les 15 ans, on revoit un projet. On se redit, est-ce que l'activité du parc a été la bonne sur le territoire? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie? Et tous les 15 ans, on réécrit un projet de territoire. Et il se trouve que là, c'est depuis 2019-2020, on réécrit un nouveau projet de territoire sur le parc. Et pour écrire ce projet de territoire,
on va aller devant les acteurs du territoire, on va aller devant les élus, devant des socioprofessionnels, devant des habitants. Et régulièrement, on nous pose la question, mais comment est représentée la nature? Comment est-ce qu'on… Et on a écrit une nouvelle charte. Et juste pour la boutade, comme ça, je vais vous dire un des éléments qu'on a écrit dans la charte du parc. Je lis le texte, hein, je l'ai sous les yeux. Concernant tout ce qui est une fiche mesure autour de l'homme et la nature, on a écrit « Invoquer les esprits de la nature pour recueillir leur accord lors des nouveaux projets, plans et programmes sur le territoire. » Invoquer les esprits de la nature. Voilà. Pour nous, quand on a écrit ça, on ne parlait pas encore du projet qu'on avait avec Wild Legal et avec Rivière Sauvage. Pour nous, c'était une question de comment est-ce qu'on intègre les besoins de la nature dans tout le projet d'aménagement du territoire, dans tous les projets de développement du territoire. Et voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si je peux aller beaucoup plus loin que ça. Je rajouterais que tu nous as souligné que la charte du parc, dans sa mouture actuelle, donc comprenant cette ambition de convoquer les esprits, a été envoyée au Conseil national de protection de la nature, hein, qui rassemble d'éminents scientifiques. Quelle a été leur réaction alors? Alors effectivement, on a écrit ça sous la forme d'une boutade. Une charte, c'est un document qui fait 300, 400, 500 pages parfois. Donc autant dire que c'est assez rébarbatif. Et c'était presque le petit test dans la V0 pour se dire qui va le lire et qui va relever cette boutade. Et en fait, ce texte, il a été lu, et il a été lu bien précisément. Effectivement, les membres du Conseil national de protection de la nature, mais également la Fédération des parcs naturels régionaux, la DREAL, donc qui est l'instance quand même régionale de l'État qui permet de regarder ce qui se passe en matière d'environnement, tous ont relevé cette petite phrase et nous ont dit « mais vous êtes sûr de laisser ça ?» Et en particulier, a dit mais votre petite phrase là, elle est vachement intéressante. Il y a de la littérature scientifique autour de ça, et ce serait bien qu'un parc naturel régional expérimente un peu sur cette question des droits de la nature. Donc au final, cette phrase, aujourd'hui, je peux dire qu'elle est gravée dans le marbre de la charte, et qu'elle sera. Alors si la charte elle n'est pas encore approuvée, probablement qu'elle le sera avec cette charte-là. Donc, et ça sera un sujet sur lequel on va expérimenter. Comme on le faisait déjà avant, je vous le disais, ça fait déjà plus de 10-15 ans qu'on travaille sur la question de la conciliation des usages et de la représentation de la nature dans les prises de décision. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est pas par hasard que toutes ces personnes se retrouvent à travailler ensemble. Clairement, des personnes qui sont déjà à l'avant-garde, qui expérimentent déjà, qui pensent déjà différemment et qui sont déjà des porte-parole ou des gardiens de la nature, qu'ils en disent, parce que je sais à quel point des fois c'est difficile de se dire gardien ou gardienne de la nature, parce que c'est vraiment aussi enfin voilà, tout un tas de responsabilités. Il y a vraiment dans la démarche une grande partie justement de sensibilisation autour des droits de la nature. Donc pour ça, et certainement la plupart d'entre vous le connaissent, on a notre petit manuel des droits de la nature pour faire connaître ce mouvement, ses origines historiques et les enjeux autour de cette révolution juridique et philosophique. Et puis aussi, du coup, il y a un travail de terrain, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant avec ce mouvement, c'est qu'il n'est jamais le même selon l'endroit où justement il se développe. C'est pas la même chose quand on travaille en Nouvelle-Zélande avec les peuples maoris que justement au Kamchatka. Je ne sais plus dans quelle région vous êtes, Jean-François, tu me parlais justement d'un échange qu'il y avait eu avec d'autres territoires, d'autres forêts dans l'Est de l'Europe. C'est ça qui vous avait inspiré aussi? C'était pas dans l'Est de l'Europe. En fait, le parc naturel régional est également classé géoparc et on a accompagné un territoire dans l'Altaï. Donc, on est plutôt dans l'Est de l'Asie, ou l'Asie centrale, on va dire, sur l'émergence d'un label géoparc là-bas. Et effectivement, c'est un territoire où il y a des chamans. Et avant d'entrer dans le territoire, on demande si les esprits de la nature, un chaman demande aux esprits de la nature si la délégation est bien acceptée sur ce territoire.
Voilà, donc c'est vraiment ici toute la conception, on retrouve en fait finalement cette conception des peuples autochtones et de ce lien à la nature. Donc c'est très intéressant de pouvoir expérimenter. Je redonne la parole à Denis pour savoir, Denis, si tu veux aussi rajouter quelque chose, réagir à ce qui vient d'être dit, peut-être aussi présenter un petit peu les autres sites qui ne sont pas là ce soir et qui sont aussi à la pointe et dans des territoires exceptionnels. Oui, je peux ajouter, hein. Donc, en fait, c'est vrai que le Chéran, c'est particulier puisque c'était déjà un bassin pilote, comme l'a dit Jean-François, pour la création du label. Donc, dès 2009, on a commencé à travailler avec le parc, avec les acteurs, jusqu'en 2014 ça faisait partie des 4 sites pilotes en France pour la création du label, de la grille de critères, etc. Donc, effectivement, il y a eu de nombreux échanges et de nombreux déplacements dans ce territoire innovant. Donc, voilà, on retrouve aujourd'hui le territoire dans une innovation, une nouvelle innovation, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, on a 33 rivières labellisées en France, comme je vous l'ai dit. Et donc, 33 rivières labellisées, ce n'est pas forcément 33 structures. On a une 20, parce qu'il y a plusieurs rivières et des affluents. Et en gros, on a une vingtaine, 22 ou 23 programmes d'action, on va dire, sur les territoires, puisqu'on labellise des rivières, mais on labellise surtout un porteur d'un programme d'action. Pour avoir le label, il faut avoir un programme d'action avec de la restauration et de la conservation ambitieux pendant une durée de 5 ans pour faire la démarche de candidature, etc. Donc, en fait, c'est aussi une reconnaissance d'un engagement fort des territoires, de tous les acteurs euh, 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 qui ont en charge la gestion de ce patrimoine aquatique, voilà, de s'engager dans des actions innovantes. Et sur ces 22 programmes d'action, on a fait le tour, on a sondé un petit peu suite à ta venue en 2019, là, ce nouveau thème, le droit de la nature, comment faire. Donc, et nous, on travaille dans toutes les innovations qu'on mène dans le réseau France, on va dire, on travaille toujours par site pilote, sur 3 ou 4 sites. Et puis après, voilà, on teste la méthode, voilà, on discute. Et puis après, une fois que c'est calé, ben, on essaye voilà, de l'élargir à l'ensemble du réseau. Et on fait ça sur tous les domaines d'activité, que ce soit les microplastiques, que ce soit les indicateurs et du coup les droits de la nature. Et les sites pilotes, donc après c'est volontaire. Donc sur les sites pilotes qui étaient intéressés au départ par les droits de la nature, donc il y avait la Grande Laire dans les Landes, qui est moins proactive, mais les 3 sites les plus actifs, c'est évidemment le Chéran. Il y a le Nambénin en Savoie, donc ça c'est la vallée de la Tarentaise, pour situer, et enfin l'amont, la vallée de la Tarentaise. Et puis le Taravo en Corse, où là on travaille avec la collectivité unique de Corse, qui est très très en avance, j'ai envie de dire, aussi au niveau de la préservation de ce patrimoine et de leur territoire. Ils réfléchissent aussi à un label territoire, pas forcément un label site rivière sauvage, mais la labellisation du Taravo, il y a déjà quelques années, a donné naissance à un certain nombre de choses et à cette réflexion aussi des Corses et de la collectivité unique. À l'époque, la collectivité unique n'existait pas, c'était la Corse du Sud, mais voilà, il y avait déjà cette réflexion sur comment on peut aller plus loin que le label site rivière sauvage. Et en fait, c'est venu des habitants, c'est venu des acteurs locaux. Et donc, en fait, mais souvent on dit un label amène un autre label ou un contre-label, et on est en train de le vérifier au fur et à mesure de notre développement sur tous les territoires. Et de toute façon, ça amène toujours des innovations. Voilà, donc c'est vraiment les 3 territoires, Nambénin, Chéran. Donc là, on est dans les Préalpes pour le Chéran, dans les Alpes un peu plus en altitude pour le Nambénin, et puis sur l'île de Beauté pour le Taravo. Et puis il y en a d'autres qui sont intéressés, mais qui regardent, Exactement. qui attendent, qui sont moins, voilà, qui innovent moins, et puis qui rejoindront le mouvement après. Ils attendent de voir ce que ça va donner sur ces territoires. Mais je suis pas très inquiet sur le fait que voilà, ça puisse se développer. Alors, ces 3 territoires sont assez différents. On a le Chéran, c'est une grande vallée, c'est une grande rivière. Le Nambénin, c'est tout petit, c'est en altitude. Et puis le Taravo, encore, on est dans des contextes différents. C'est pour ça aussi que voilà, c'est bien. On a un territoire de parc. Après, on a des petites communes. On a une collectivité. Enfin, voilà, on a aussi il y a une géographie
physique et une géographie humaine différente. Voilà. Mmh, tout à fait. Et encore une fois, vous pouvez vraiment aller suivre tous les détails justement, comprendre les enjeux auxquels font face ces écosystèmes parce que, le Nambénin et le Chéran, bien qu'ils soient assez proches, ce ne sont pas forcément les mêmes enjeux. Il y a, notamment la question du réchauffement climatique, de la disparition des glaciers, de la raréfaction de l'eau qui joue extrêmement, dans ces territoires-là et notamment depuis cet été. Donc quand on est arrivé avec Denis, cet été justement, on a eu, de manière pas vraiment surprenante, pas mal d'écoute, je dirais, de la part, notamment des collectivités parce que, voilà, ils se posent la question aujourd'hui de comment on va faire face demain au réchauffement climatique et à ses conséquences. On a été notamment contactés aussi par les élus, du lac d'Annecy, parce que vous savez, il y a tout un tas de controverses autour de l'usage de l'eau, notamment, de ces, pipelines, prévus pour, amener de l'eau jusque dans les montagnes, faire de la neige artificielle pour continuer à permettre à l'industrie du ski, de fonctionner. Donc il y a vraiment aujourd'hui un vrai bouleversement à la fois dans les imaginaires, ceux qui ont fait le deuil de ce genre d'entreprise et de secteurs d'activité, d'autres qui voudraient continuer à exploiter l'eau, au détriment, j'ai envie de dire, de la nature, parce qu'il y a vraiment une question aujourd'hui de conflit de l'eau qui est en train de naître dans les territoires. Et donc, le mouvement des droits de la nature, il tente en ça d'apporter des réponses à la fois juridiques, c'est vrai, parce que d'une certaine façon, c'est inventer un nouveau droit. Moi, j'aime bien le voir comme un droit coutumier, c'est-à-dire un droit écrit par les gens qui vivent dans les territoires. On a été habitué, notamment dans le domaine de l'eau, à avoir un droit uniformisé au niveau européen. Et là, l'idée est de dire comment on peut partir des territoires, de leurs besoins, des besoins de ces rivières, pour inventer un droit qui va encore plus loin, qui protège peut-être mieux d'ailleurs ces territoires. Mais c'est aussi pas uniquement un volet juridique, c'est aussi un vrai volet de démocratie et de gouvernance. Comment on fait dans nos territoires pour remettre autour de la table des gens qui sont déjà, pour certains, dans un conflit d'usage. Là, on le voit par exemple sur la question du rapport de force entre les agriculteurs. On le voit par exemple sur les méga-bassines. Il y a de plus en plus de contestations qui se créent autour de ces... Et ça devient épidermique entre les habitants, les agriculteurs, etc. Et on voit que sans capacité de se parler, de discuter, de réaffirmer l'enjeu autour aussi de la démocratie environnementale, on court malheureusement à un blocage, à un conflit. C'est ce qu'on veut éviter. Le mouvement des droits de la nature, c'est aussi ça, c'est aussi apporter en amont des solutions pour éviter des conflits demain. Or, on sait qu'avec la raréfaction des ressources naturelles, on va forcément aller vers des conflits. D'ailleurs, je le signale comme ça, mais la plupart des conflits et des guerres dans le monde sont liés à des guerres de l'eau. Et donc ça, il faut le garder en tête parce que c'est pas quelque chose qui peut nous être complètement étranger demain. Et donc, du coup, il est important pour nous d'imaginer dans les territoires et avec les gardiens et les gardiennes qui agissent dans les territoires des solutions basées justement sur ce constat et qui part vraiment des besoins locaux et qui réfléchit ultra localement. Je parle toujours moi de droit biomimétique parce qu'on a besoin de retrouver aussi de la logique, d'écouter les scientifiques. Nous, c'est pour ça que c'était aussi important de travailler avec Rivière Sauvage, c'est d'avoir des hydrologues, des experts, des gens qui nous disent vraiment, comme Jean-François le disait tout à l'heure, qu'ils sont les porte-paroles, qui savent et qui transmettent en fait ce dont la rivière a besoin. Et cette forme d'animisme scientifique qui nous permet de communiquer grâce à eux avec la rivière, bah nous, pour nous les juristes, elle est importante parce que si on veut transposer en droit ce dont la rivière a besoin, on a besoin, nous, qu'on nous dise de quoi exactement elle a besoin, cette rivière. Et donc, je voulais passer vraiment très, très vite sur quelques propositions qui sont nées des réflexions dans les territoires. Mais donc, il y a évidemment toute une réflexion qu'on mène autour de la déclaration des droits de ces rivières. Alors, justement, basée sur la science, il faut savoir que Denis, avec le réseau Rivière Sauvage, vous avez élaboré une norme de certification qui aujourd'hui permet de définir qu'est-ce que c'est une rivière sauvage, quels sont les critères scientifiques auxquels elle doit répondre, quel est aussi le programme mis en place dans les territoires pour être certifié rivière sauvage. Donc nous, on veut travailler évidemment aussi en repartant de ces critères sur quels sont les droits en fait de cet écosystème, si ces critères correspondent évidemment à des droits.
Et donc, créer comme ça, écrire avec les acteurs de territoire des déclarations des droits des rivières, comme ça s'est fait alors au niveau international avec le Earth Law Center. Vous pouvez trouver sur Internet la Déclaration universelle des droits des rivières, qui est une très belle déclaration écrite par ce collectif de juristes, qui est repris un peu partout dans le monde, dans de nombreux territoires justement qui reconnaissent des droits à des fleuves et à des rivières aujourd'hui. C'est le cas par exemple du collectif Tavignano Vivou en Corse, qui a repris ce texte et qui en a fait du coup la déclaration des droits du Tavignano pour lutter contre un projet d'enfouissement des déchets en Corse. Il y a évidemment la création de structures adaptées pour répondre aux besoins de cet écosystème. Comme je vous disais, en Espagne, ils ont créé vraiment un organe de tutelle avec 3 pôles dans lesquels justement scientifiques, représentants politiques, citoyens peuvent interagir pour représenter cet écosystème. On pense que ça doit nourrir notre réflexion. Comment est-ce qu'on réorganise la démocratie? Comment on parle au nom et dans les intérêts des écosystèmes? Et puis, il y a aussi une des pistes que vous retrouverez dans le petit guide des rivières, c'est cette question d'assurer les droits de la nature pour l'avenir. Et ça veut dire former nos enfants, en fait, créer des aires éducatives dans lesquelles, justement, les enfants, par des partenariats avec les associations, les collectivités, puissent être vraiment en responsabilité, formés aux côtés des gardiens et des gardiennes, justement, pour leur transmettre ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de leur écosystème. Donc ça, ce sont des petites propositions sur lesquelles on a déjà commencé à travailler. Et puis au-delà de ça, ensuite, il y a vraiment la question politique. Comment on fait des droits de la nature un outil contraignant? Comment on en fait une politique locale? Comment on l'inscrit, par exemple, dans les plans locaux d'urbanisme, dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, dans les chartes de parcs et tous les autres documents qui pourraient rendre contraignants, du coup, ces droits de la nature sans attendre un changement de constitution, une nouvelle loi. On le voit à quel point, et regardez encore aujourd'hui, à quel point c'est difficile d'obtenir des modifications législatives sur des choses qui pourtant parfois nous semblent dater du siècle dernier, des débats où on se dit waouh, c'est encore aujourd'hui, on en parle et on est obligé de faire des débats, bah oui. Et donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut vraiment mettre toutes nos forces dans obtenir une nouvelle loi ou est-ce qu'on prendrait pas le temps qu'on a devant nous justement pour expérimenter? Parce que notre but, c'est de dire à la fois c'est faisable juridiquement, mais en plus c'est souhaitable d'un point de vue justement de la démocratie dans nos territoires et puis de la protection de nos écosystèmes. Donc du coup, ça pose vraiment la question de comment on rend contraignant ces droits de la nature, comment on travaille à élaborer des propositions qui sont où on n'a pas besoin d'attendre, où on peut tout de suite vraiment commencer à réfléchir avec les acteurs du territoire qui écrivent du droit local. Donc voilà un petit peu toute la démarche. Alors, ça a commencé à notre rencontre avec Denis, avec les autres membres du réseau, et puis ça va continuer. On a eu déjà plusieurs soutiens vraiment de qualité. On est soutenu par la Fondation Nature et Découverte désormais et par d'autres fondations. Et ben, on continue. On espère que ce programme il va faire évidemment des émules parce que grâce à plus de visibilité, et vous pouvez tous justement nous aider aussi à rendre visible cette campagne en parlant autour de vous, en la diffusant soit sur les réseaux sociaux, soit auprès de vos élus, faire en sorte qu'il y ait plus de territoires qui adhèrent à la démarche, qui viennent expérimenter avec nous. Parce que notre but, c'est vraiment qu'à la table, on puisse dire, on est allé voir des parcs, on est allé voir des syndicats de gestion des eaux, on est allé voir des élus, et chacun a contribué à nous donner aussi des pièces dans ce puzzle pour qu'on ait des propositions différentes selon les besoins des territoires et que mis bout à bout, ces solutions, elles puissent nous permettre de constituer une vision globale, un panorama, et que dans d'autres territoires, ensuite, ça puisse faire boule de neige en se disant, regardez, là, par exemple, sur le Chéran, ils sont allés plus loin, ils ont obtenu ça, nous aussi, on pourrait le faire chez nous pour résoudre d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment l'idée ensuite de réplicabilité des solutions trouvées dans les territoires, de réplicabilité, mais aussi d'adaptation aux besoins d'autres territoires. Donc, voilà. Vous êtes tous et tous acteurs, actrices de ce changement. Vous pouvez tous participer aussi en nous proposant évidemment d'autres sites. Et je pense que on peut d'ailleurs tout de suite vous laisser la parole si vous avez des questions sur la manière de s'engager, sur ce que vous pouvez faire pour contribuer. N'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole ou si vous êtes un peu timide, à poser la question dans le chat. Qui se lance? N'hésite pas. Après, si ça a été très clair et très convaincant, je le prendrai pas mal.
Moi, je veux bien. Mais Oui, je joue le Denise. rôle de la. Bonjour, je suis Denise Laporte, je ne suis pas du tout dans l'environnement, même si j'ai fait des études de bio, mais bon, je me suis éloignée depuis de ça, mais ça m'intéresse beaucoup, en particulier pour mes petits-enfants. Et je trouve que c'est assez vertueux la façon dont vous avez réussi à vous rejoindre, hein. Marine, avec ses grandes idées écologiques, à chaque fois, j'apprends énormément de choses quand je l'écoute. Je trouve ça à la fois audacieux et tellement clair et tellement évident une fois qu'elle l'a dit et qu'elle l'a expliqué. Et puis vous, sur le terrain, qui êtes des acteurs de terrain depuis très longtemps, manifestement, qui connaissez extrêmement bien votre territoire, et le fait de pouvoir faire le lien entre ces ambitions écologiques, indispensables pour l'avenir de nos enfants, et ce qui se passe dans les territoires et qui n'est pas toujours connu, en fait, parce que c'est un peu du travail de spécialiste quand même, ce que vous faites, hein. Et donc, de pouvoir faire ce lien et de le faire savoir que protéger une rivière, c'est tout aussi important que n'importe quelle autre activité sur Terre, et peut-être même plus important, hein. Et donc ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, je vous remercie pour toutes ces informations et pour cette soirée. Bon, après, j'ai perdu le fil, mais j'avais plein d'autres trucs à dire, mais je le dirai peut-être dans le chat ou une autre fois, mais en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Et Aurélie, merci d'avoir participé aussi. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres... Ah, il y a une question de Camille. Alors, De toute façon, on est en contact, hein, on a nos contacts, bien sûr. Même si les questions arrivent après ou les explications peuvent être un peu plus précises, on est à disposition de tout le monde, je suppose. bien sûr, n'hésitez pas. Alors, pour nous privilégier, donc vous pouvez utiliser soit l'adresse contact@wildlegal.eu. Denis, si tu as une adresse de coordination, n'hésite pas à la donner aussi. Et je vais me la mettre dans le chat, évidemment. Bah, pour l'instant, tu mets tu mets le contact, hein, contact@rivière-sauvage.fr, l'adresse générale du réseau, quoi, secrétariat. Alors, il y a une question d'ailleurs de Delphine sur la labellisation des fleuves, ce qui est déjà le cas, puisque j'en étais témoin, mais je te laisse répondre, Denis. Alors, il faut que je vois la question, là, du coup. La question était, avez-vous déjà envisagé la labellisation des fleuves? Alors, ça, c'était, oui, c'est. En fait, il y a des rivières qui sont labellisées comme le Léguer en Bretagne, hein, sur 60 km, qui est un fleuve côtier, hein, finalement. Donc, ça dépend ce qu'on appelle fleuve. Mais effectivement, souvent, quand on parle des fleuves, on imagine les grosses rivières, hein, la Garonne, la Seine, la Loire, enfin bon. Et à cette échelle-là, effectivement, nous, notre label n'intervient pas puisque il se veut tellement, j'ai envie de dire, exigeant et par rapport aux critères. Donc, on n'est pas en capacité, il n'y a aucune rivière en France, une grande rivière ni fleuve qui peuvent prétendre à ce label pour une simple raison. En fait, on s'est posé la question quand on a fait le label qui s'adressait d'abord aux petites et moyennes rivières en France. Et voilà, on s'est posé la question, on a eu 2 séminaires à Paris avec l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et le ministère pour dire mais pourquoi pas les grandes rivières? Le problème, c'est qu'effectivement, les grandes rivières en France, il n'y a aucune grande rivière, alors je vais peut-être vous apprendre quelque chose, qui a un régime hydrologique naturel. C'est-à-dire Mais qu'est-ce que que tu fais du Taravo alors? alors, Taravo, c'est un corps. Non, mais ça, c'est un fleuve, les fleuves côtiers, tout ce qui est fleuve Ah, côtier. tu Mais parles je des parle fleuves du des continent? grands fleuves, les grands fleuves. Il y a pas voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas élargi notre. C'est une moyenne rivière, le Taravo, hein. Bon, D'accord. c'est un petit fleuve, on va dire. Voilà. Un C'est petit comme le fleuve ou Léguer. une moyenne rivière, mais c'est selon si tu vois le verre à Voilà. moitié vide ou à Non, mais moitié plein. voilà. Par contre, effectivement, au niveau des grandes rivières, la composante débit, qui est quand même la composante naturelle principale qui façonne la rivière, c'est quand même le débit, hein, l'eau qui transite dans la rivière. La composante de base, si elle est artificielle, on a quand même du mal à délivrer un label site rivière sauvage. Voilà, c'était une question qui nous a bien bloqué pendant
toutes ces années. Et donc, on a décidé de garder en fait ce label pour les petites et moyennes rivières, dont font partie, alors je corrige, dont font partie effectivement un certain nombre de fleuves côtiers et qui sont dans la catégorie des rivières moyennes en vrai. Et ils sont pas on n'est pas à l'échelle des gros bassins hydrographiques. Je sais pas si ça répond totalement ou partiellement à votre question. Et je viens aussi pour que même si effectivement la labellisation rivière sauvage n'est pas possible, en revanche, la réflexion autour des droits de la nature, elle ne s'arrête pas à ce genre de critères écologiques, puisque nous partons du principe que en fait chaque écosystème, qu'il soit préservé dans son intégrité et sauvage selon les critères du label ou non, est doté de droits fondamentaux, et notamment du droit du coup au respect de son intégrité. Et il y a donc toute une réflexion qu'on mène avec notamment les élus de la ville de Bordeaux et de la métropole de Bordeaux, qui a déjà fait un travail énorme grâce à une juriste qu'ils avaient en stage pendant 6 mois, et qui est allée voir justement les agences de l'eau, syndicats, tous les agents en fait et fonctionnaires territoriaux qui travaillent à la gestion de la Garonne, et qui a mené des petites interviews justement avec eux pour savoir si d'une part ils étaient satisfaits du droit actuel, quelles limites ils appréhendaient justement dans leur travail au quotidien, dans leurs actions, et ce que suscitait justement comme réflexion les droits de la nature appliqués à leur territoire, même si la Garonne est un fleuve extrêmement pollué et est un fleuve extrêmement complexe aussi d'un point de vue juridique, puisque c'est un fleuve transfrontalier avec l'Espagne, et que donc il n'est pas juste un fleuve français. Et donc, du coup, il y a toute une réflexion qu'on mène avec les élus de la métropole, et notamment sur la réécriture en ce moment du sage estuaire, qui est le sage, du coup, un des sages qui est concerné du coup par la Garonne, qui est en cours de réécriture, et pour lequel on a l'accord justement de travailler à l'inclusion des droits de la nature dans ce sage. Alors, on espère que ce sera aussi un beau territoire pilote. Alors, pas sauvage, ça c'est sûr, mais un territoire pilote quand même, parce que évidemment, si on devait s'arrêter, alors c'est les chiffres de rivières sauvages, mais, selon les statistiques, donc moins d'1% du linéaire français pourrait être considéré comme sauvage aux yeux du label. Ben, on ne pourrait pas démontrer un effet systémique du mouvement des droits de la nature sur les rivières en France. Donc évidemment, l'ambition aussi de Wild Legal et de ce travail juridique, c'est de se questionner sur les droits des rivières, même celles qui sont les plus artificialisées. Et donc, on a une campagne, par exemple, à Paris, sur les droits de la Seine. On accompagne aussi l'appel du Rhône. C'est un appel qui a été lancé donc, par une association qui s'appelle IDEO, et qui mène une sorte d'expérimentation sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat. Ils étaient d'ailleurs à Genève le week-end dernier pour leur 2e session de travail. Donc, c'est 30 citoyens tirés au sort, 10 en Suisse, 20 du côté français, qui travaillent justement à la réflexion autour de qu'est-ce que serait la personnalité juridique du Rhône, comment lui reconnaître des droits et comment mieux la protéger demain. Et donc, de cette manière-là, nous, on apporte une sorte à la fois d'ingénierie juridique et puis aussi de réflexion, parce que comme une grande partie du travail de Wild Legal, c'est aussi de faire du droit comparé, d'observer ce qui se passe ailleurs et de décrypter en fait ce droit qui avance dans les autres territoires pour voir ce qui pourrait être par analogie repris sur le territoire français ou transformé, remis en fait au goût du jour aussi sur le territoire français. Et donc du coup, il y a vraiment, par exemple, je vous invite à lire cet article de décryptage qu'on a fait sur notre blog sur les droits de la Mar Ménor pour vraiment comprendre les enjeux juridiques autour de cette question. Et il y a donc tout un travail qui est fait sur des écosystèmes qui ont besoin d'être préservés demain, qui ne le sont pas aujourd'hui. On a notamment aussi eu des discussions très intéressantes avec le syndicat de gestion de la Bièvre, qui gère la Bièvre. Donc, c'est une rivière qui a été complètement ensevelie sous les villes, sur l'urbanisation galopante de la ville de Paris, et qui aujourd'hui, et justement parce qu'il y a une vraie volonté politique, va revoir
enfin le jour, puisqu'il va y avoir à certains endroits des pans de la Bièvre qui vont être déterrés, si on peut le dire comme ça. Et donc se pose dans ce territoire-là vraiment la question de comment éviter ce genre de comportement à l'avenir, comment reconnaître les droits de la Bièvre pour que les générations futures aussi ne fassent pas les erreurs qu'ont commis les générations passées. Et donc, c'est un mouvement voilà, de cette manière-là, on peut vraiment accompagner beaucoup de territoires avec des problématiques, des histoires, des identités culturelles très différentes. Et c'est ça qui rend ça absolument passionnant aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Camille, je ne sais pas si j'ai vu que vous aviez ouvert votre micro. Et sinon, évidemment, je ne vais pas vous monopoliser parce qu'il est déjà 20h30 et que j'imagine que tout le monde a déjà envie de passer à sa soirée. Oui, Denis, je t'en prie. Désolée de reprendre la parole parce que je ne vais pas la monopoliser, mais ce que je trouve très intéressant dans ce qui est échangé aujourd'hui, c'est le temps d'avance, comment dire, sur la réflexion concernant la protection de l'environnement. À chaque fois que tu parles, Marine, il y a toujours un temps d'avance, en tout cas par rapport à ma propre réflexion. Et quand vous avez évoqué les fleuves, les grands fleuves, tout ça, enfin la Seine, etc., tout de suite, je me suis dit, mais pour ces fleuves-là, c'est mort. C'est plus de la nature pour moi, c'est une espèce de chose hybride entre une rivière sauvage et puis quelque chose qui a été complètement transformé par l'humain. Et puis, en fait, tu donnes quand même une note d'espoir en disant qu'il est tout à fait possible de revenir en arrière. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Et je voudrais aussi rebondir sur la notion de démocratie et sur le fait que dans cette démarche, on considère la nature et les êtres vivants qui sont dans cette nature comme ayant des droits à part entière au même niveau que l'être humain. Et ça, c'est une façon de voir les choses qui permet de basculer sur comment dire, une nouvelle vision de la protection de l'environnement. Pas tellement dans une optique de protection, mais plutôt dans une optique de considérer que l'être humain n'est là qu'en tant qu'hôte, comme n'importe quel autre être vivant. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je trouve que c'est important de le redire parce que pour nos enfants, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut leur faire voir les choses. Oui, en tant qu'hébergé, tu veux dire, pas en tant qu'hôte, parce que Ouais. la nature nous accueille. Oui, c'est vrai. Et pour Hôte, hébergé, oui, pas en tant que hôte qui reçoit, on est bien d'accord. C'est ça. Pour peut-être finir sur une note d'espoir, d'ailleurs, avant de repasser la parole à Jean-François et Denis pour clôturer, pour vous dire à quel point les choses avancent, elles avancent vite et on est en train de changer d'échelle. Moi, j'ai été mandatée par l'Agence française de développement pour justement écrire un manuel à destination des développeurs de projets au niveau international. Vous savez, l'Agence française de développement, c'est à la fois une agence qui accompagne le développement de projets dans les territoires, alors Asie, Amérique du Sud, Afrique notamment. C'est une grosse source de financement sur ces territoires et se rendre compte aujourd'hui, en fait, un peu de la logique qui ne fonctionne pas, qu'ils ont utilisée pendant de très nombreuses années, qui ne fonctionnait pas parce qu'on avait tendance à se comporter comme des bailleurs, en fait, vis-à-vis de ces territoires, alors qu'en fait, il y a vraiment cette logique aujourd'hui de revoir la gouvernance, responsabiliser, donner du pouvoir, en fait, aux acteurs de territoire pour vraiment transformer la manière dont on développe des projets locaux, notamment dans ce qui concerne la protection de la nature. Et donc, d'ici l'été prochain, j'ai été mandatée pour rédiger un gros guide à destination de toutes les entités à la fois au sein de l'AFD, mais aussi accompagnées par l'AFD pour qu'on développe des outils très concrets pour intégrer le critère des droits de la nature dans les projets soutenus et développés par l'AFD à l'étranger. Et donc ça, c'est évidemment un immense élan pour nous, parce que l'AFD, ça représente quand même 12 millions d'euros de développement de projets dans le monde. Et on sent que quand des agences comme ça sont en train de dire que les droits de la nature, c'est un outil intéressant pour revoir la manière de développer des projets dans les territoires, derrière aussi, c'est tout un tas d'autres institutions qui sont en train, évidemment, et qui par contagion, je dirais, vont commencer à réfléchir sur l'opportunité d'utiliser ces outils dans le développement de leurs projets.
fait. Donc, c'est pour vous dire à quel point, voilà, les choses sont en train de s'accélérer. Au niveau institutionnel, il y a une vraie prise de conscience de l'efficacité et de l'opportunité d'utiliser les droits de la nature. Et justement, on compte bien démontrer que ça a un impact concret et que ça peut véritablement répondre aux grands enjeux de notre siècle. Et puis, je redonne la parole du coup à Denis en espérant vous avoir mis le sourire et vous avoir donné envie de participer à ce projet aussi à nos côtés. Denis, est-ce que tu veux reprendre la Je ne sais parole? pas si c'est à moi de clôturer, on va finir par le Bon, territoire du Chéran. bah oui, on va finir par le Pour rester, territoire. mais juste je pense que ce qui est important, c'est la méthode de travail. Ça, je le redis toujours, je martèle depuis des années qu'effectivement, il faut qu'on on soit droit dans nos bottes, mais qu'on ait les bottes sur le terrain et on part on travaille voilà, avec les élus, avec les territoires. Quels sont les besoins par rapport à des problématiques, enfin des problèmes à régler, un certain nombre de menaces, un certain nombre voilà, de dysfonctionnements au niveau de l'aménagement des territoires, comment on peut faire. Et puis, c'est pour ça que ça fonctionne, j'ai envie de dire, Rivière Sauvage. Hein. C'est parce que c'est pas imposé, ça vient pas d'en haut, c'est du bottom-up. Et puis, après, effectivement, il y a ce regard des institutions et cette reconnaissance des institutions qui, de toute façon, n'ont pas innové, n'ont pas pris le risque, hein, laissent bien gentiment faire les ONG et les associations, mouiller la chemise. Mais à un moment donné, ça se rend compte tout ça. Et puis, on peut effectivement, comme tu le dis, Marine, arriver à voilà, faire des propositions à nos institutions. Voilà, on parle pas de proposition de loi, pas encore, mais bon, voilà. Et donc, il faut prendre le temps. Et nous, on a tout le temps devant nous. On va pas aller vite. On va prendre le temps nécessaire pour faire bien et en espérant que ça aide effectivement à d'autres échelles, hein, cette reconnaissance des droits de la nature, en s'appuyant sur les rivières. Hein. Ça aurait pu être les arbres, les requins, mais non, c'est les rivières. Voilà, donc un petit mot de la fin, Jean-François, parce qu'en fait, tu es notre territoire pilote et on compte surtout sur vous, quoi. Je ne sais pas si c'est en tant que territoire que je vais répondre. Je vais être à peine provocateur et pour répondre à Denise sur la question de la protection de la nature, de l'innovation. En fait, nous, quand on travaille à l'échelle d'un territoire et on nous mentionne souvent soit comme un outil de développement, soit comme un outil de protection de la nature, effectivement. Et souvent, je réponds que finalement, la nature, elle s'en sortira très bien sans nous, elle survivra, quoi qu'on fasse, qu'on en tienne, qu'on en prenne soin ou qu'on la massacre, la nature survivra à nous. En fait, on ne travaille pas sur la protection de la nature, on travaille sur la protection de l'homme dans la nature. Il faut s'en rappeler, c'est nous qu'on essaye de protéger, c'est pas la nature. La nature, elle résistera, elle évoluera. Et il y aura d'autres choses qui s'installeront. C'est pas quelque chose qui est fixe. Donc pour nous, c'est important de travailler, de bien percevoir que c'est notre place dans les écosystèmes, notre place dans cette nature qui est en jeu. C'est pas autre chose. Hein. Ouais, je suis d'accord complètement. En fait, il faut parler de protection de notre environnement Tout à et fait. après, effectivement, avoir des égards pour la nature en tant que tel, en tant que sujet. Exactement. Tout est dit, là. C'est super intéressant. En tout cas, merci à vous Fabuleux. pour votre écoute. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus et d'avoir posé toutes ces questions passionnantes. N'hésitez pas à continuer, prendre contact avec nous, suivre sur le blog de Wild Eagle. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour suivre aussi les prochaines vidéos, parce que la prochaine qui sortira sera avec Jean-François Lopez et Pascal Grillet, donc sur le Chéran, pour suivre un petit peu ces aventures passionnantes, parce qu'il s'en est passé des choses quand même cet été où Pascal Lopez, Pascal Grillet qui n'est pas là avec nous ce soir, président de l'association des pêcheurs, oui, parce qu'il y a aussi des associations de pêcheurs. Donc, voilà, c'est tout le travail qui sont tellement investis à aller chercher les poissons dans des cuvettes d'eau qui sont C'est froid. qui se réchauffent avec le réchauffement climatique, et ces gens qui sont en première ligne, qui surveillent la température, qui sauvent les poissons, c'est impressionnant de voir tout cet engagement. Et donc on espère qu'évidemment toutes ces images d'engagement, toutes ces histoires qu'on a envie de raconter, c'est l'idée qu'on veut faire passer, c'est
le droit, ce n'est pas un domaine d'expert, ça peut être aussi quelque chose qui transmet un message à la fois pédagogique, positif, politique, et donc du coup, de vous rendre accessible tout ce travail qui est, c'est vrai, un travail juridique, mais en le rendant vraiment compréhensible et tout à fait, je dirais presque interactif, parce que le but, c'est que vous fassiez aussi partie demain de cette expérimentation et que vous repreniez le flambeau ensuite sur le travail qui aura été fait. Donc, toute l'ambition de ce projet réside là, de le documenter, de le valoriser, de le diffuser au plus grand nombre. Et donc, merci beaucoup d'être venu ce soir et on vous tiendra bien sûr informé de la suite de ce travail collectif. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Merci, à bientôt. Très bonne soirée à Bonsoir à tous. tous les gardiens et les gardiennes, du coup. Hein, c'est comme Tout ça à qu'on fait. dit. Signez l'appel, relayez autour de vous et faites en sorte que ce soit connu. Je vous remercie et très bonne soirée à tous. Merci, Au bonne revoir. soirée. Merci, au revoir.